Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre franc-parler vous a parfois fait voir d'autres couleurs que le rouge et le noir. Vous délaissez aujourd'hui un ciel bleu et un soleil quasi permanent pour retrouver une autre chaleur, chère également à votre cœur, celle du public. Bonjour Jeanne Masse. Bonjour. Alors, ravi de vous retrouver. Je vous avais déjà accueilli il y a bien longtemps dans les clés d'une vie. Et puis, entre deux voyages aux États-Unis, vous êtes là pour une série de concerts au Casino de Paris. On va en parler pour vos 40 ans de scène. Oui. Et 40 ans, ça se fête avec des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Vous connaissez l'émission. Oui. Alors, j'ai trouvé plusieurs dates très différentes de notre premier rendez-vous. D'abord, le 15 septembre 1978. Écoutez. Hey soldat, hey, si pas coloqué si fort. C'est la date de diffusion à la télévision d'une pub Coca-Cola en Italie. Oh bah dites donc. Oh, je me demandais ce que ça pouvait être. Bravo, bravo. C'était une pub réalisée par Jean-Jacques Hano, je crois. Exact. Quelle belle rencontre. C'est étonnant. Alors, c'est un film assez étonnant. Le tournage était bien passé ? Très, très bien. J'étais tellement ravie de voir un Français et surtout Jean-Jacques Hano qui, à l'époque, n'était pas très connu, mais il avait une gentillesse et c'était vraiment très agréable. On s'est beaucoup amusé. Et c'est vrai qu'à l'époque, il ne faisait que des films publicitaires. Exact. Il n'avait pas encore fait les grands films qu'on connaît, Ouais. mais il en rêvait. Et c'est vrai qu'à l'époque, les pubs étaient beaucoup plus présentes en Italie qu'en France. Oui, c'est vrai. Et on en tournait beaucoup. Moi, j'ai tourné beaucoup de pubs pour beaucoup de marques, et dont celle-ci pour Coca. Et puis, vous avez mangé, presque jusqu'à l'excès, des glaces à la vanille, je crois. Oh, quelle horreur. J'ai mangé tellement de glaces. C'était pour les glaces Algida à l'époque, et en plein hiver, en plus, on était en petit maillot de bain. C'était vraiment des expériences. Oui. Et c'est vrai que les glaces italiennes étaient très connues à l'époque, parce que Oui. elles étaient particulièrement bonnes. Elles sont toujours très bonnes. Je pense que c'est les meilleures. C'est comme les pizzas. Oui. Personne remplace les Italiens. Et c'est vrai qu'en Italie, dans les années 60, quand on venait, la tradition c'est de manger des glaces qu'on ne retrouvait pas en France. Et il y a un jour un grand fabricant italien qui s'est installé en France, mais c'était pas la même qualité, c'était autre chose. Parce que c'est les ingrédients. Vous voyez, c'est comme le café. En Italie, le café, même si vous prenez les mêmes ingrédients, l'eau et le Lavazza, qui est la marque la plus utilisée en Italie, ça n'a pas le même goût. Et j'ai demandé un jour pourquoi. C'est la qualité de l'eau. Ah, C'est l'eau qui fait la différence. c'est comme le lait pour le chocolat en Suisse. Exact, peut-être. Je prends pas de lait, donc je sais pas vous dire. Mais le café, je sais qu'en Italie, c'est l'eau de Rome qui fait que le café est excellent. Alors, votre carrière a commencé. D'abord, vous êtes né à Alicante, en Italie, en Espagne, pardon. Oui, c'est une ville qui est considérée comme la moins polluée et la plus ensoleillée d'Espagne, avec des parfums de fleurs d'oranger dans les rues. C'est vrai, ça? C'est ce que raconte la publicité aujourd'hui. Aujourd'hui, la Oui. pub d'aujourd'hui qui Oui. dit que c'est la ville la moins polluée. Oui. Bah écoutez, ça fait tellement longtemps que j'y vais pas, je vais peut-être faire un saut finalement, moi qui suis en quête de non-pollution. Alors, vous êtes venu en France à l'âge de 4 ans, et je crois que vos jeunes années, Jeanne Masse, vous les avez passées à Garches, près de Paris. Vaucresson, j'ai commencé par Vaucresson, on a fini à Gare, je crois qu'on a fini, je sais plus, on a tellement, mais en tout cas c'était toujours la région parisienne, on a beaucoup vécu à Vaucresson, c'est vrai. Et je crois que votre première scène, c'est au Centre culturel de Garches, devant 5 personnes. Exact. Même si ma toute première scène était à l'école primaire de Vaucresson, devant les copines, là j'avais fait mes premières chansons, mais après sur scène, la vraie scène c'était à Garches. Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là, à Garches? À Garches, on avait monté des chorégraphies sur des chansons de Lou Reed. Moi, j'adorais les Carpenters aussi, donc on faisait beaucoup de Carpenters. Hey, Mr. Postman, oh, 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 oh. Et j'adorais, et c'était avec des copines qui aimaient aussi faire du spectacle. Et on avait quoi? Il y avait 4-5 personnes dans le public. Mais c'était génial, parce que vous savez, c'est pas la quantité qui est importante, mais la qualité de l'audience. Bien sûr. Et vous espériez déjà, vous pensiez déjà faire un jour de la chanson, du spectacle? Je savais pas. Moi, évidemment, j'en rêvais, mais je savais pas si j'en aurais les moyens, parce que j'avais une amie qui voulait également chanter et elle avait les moyens pour prendre des cours de chant et tout ça. Et je me disais, bah non, moi j'ai pas d'argent, donc je réussirai jamais. Et en fait, c'est en partant en Italie que tout a commencé. Alors, l'italien, vous l'avez appris, je crois, après le bac. Le bac, vous avez eu, je crois, une très bonne note, une mention très bien. Oui, une mention bien. Je crois que c'était mention bien, pas très bien quand même, parce que je crois qu'en maths, j'étais
j'étais pas super top, mais j'étais très bonne en français, j'étais assez bonne, pas en philo, ça allait, enfin, disons, ça passait, j'avais mes propres théories, mais non, j'ai eu mon bac, je l'ai eu parce que ma mère, c'était une fierté pour ma mère que je puisse avoir mon bac. Donc, mais après j'ai tout arrêté. Je suis rentrée à l'université de Nanterre et puis petit à petit j'y allais que pour les cours de chant, les cours de danse, les cours comme ça. Puis à un moment j'ai dit je veux vivre ma vie. Stop, basta les études. Je veux vivre ma vie. Vous avez quand même appris l'italien à Nanterre. Je l'ai appris à l'école primaire, au lycée, j'ai appris l'italien. J'avais une professeure d'italien qui était fantastique, une jeune, et l'italien, je l'ai acquis en 3 mois. Je pouvais converser avec ma prof. Vous aviez des facilités. Exact, liées certainement à une vie précédente. C'est possible. Alors, il se trouve qu'aussi votre autre passion, c'était la télévision, et vous avez fait le siège du studio 102 de la Maison de la Radio pour pouvoir assister à l'émission de Guy Lux, et vous aviez à peine 15 ans. Ouais. Ah, mais j'étais fascinée par la Maison de la Radio parce que, en fait, je savais que tout le spectacle se passait derrière ces portes. Mais on me fermait toujours les portes. Un jour, j'ai réussi à pénétrer en me faisant passer pour une Claudette. Je me suis vite fait attraper et je me suis vite fait virer. Et j'en voulais beaucoup parce que je voulais juste voir ce métier, le voir. Et je suis tombée un jour sur l'artiste Antoine, qui a eu cette gentillesse et cette générosité. Il m'a dit, viens avec moi. Et il m'a pris par la main, il m'a fait rentrer. Et là, j'ai pu assister à l'une des premières émissions de Guy Lux. Et par la suite, lorsqu'on m'a ouvert les portes avec toute première fois, là, ça a été le moment le plus beau de ma vie. Alors, il se trouve que le studio 102, c'était le studio où se tournait le palmarès des chansons et toutes les émissions qui ont suivi. Guy Lux, c'était assez particulier. Je ne sais pas si vous avez vu des scènes où il se trompe dans ses fiches, où il raconte n'importe quoi et il est rattrapé par sa co-animatrice. Tout à fait. Mais bon, il était génial. Génial. Il était carrément génial. Et puis, on lui pardonnait tout parce qu'il avait ce savoir-faire. Et finalement, c'est bien parce qu'il était dans l'imperfection. Et les gens aiment l'imperfection. Mais il avait en même temps la perfection du lieu. Il savait où il fallait placer une caméra et une séquence. Mais il inventait des jeux, je ne sais pas si vous le savez, mais le règlement était tellement compliqué qu'il était incapable de l'expliquer à l'antenne. Il le passait à son assistante qui était incapable aussi de l'expliquer. Le chaos total, ouais, mais c'était drôle. Hein. Et mais en même temps, c'est vrai que pour rentrer au studio 102, à l'époque, il n'y avait pas les gardes du corps et les vigiles d'aujourd'hui, mais c'était pas simple non plus. Oh, il y avait des vigiles, en fait, on vous faisait pas passer comme ça, hein. C'était très 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 fermé. Et puis il y avait surtout qu'il y avait beaucoup de gens dehors qui attendaient les artistes. Donc moi j'étais considérée comme quelqu'un qui attendait un artiste, alors que moi pas du tout. Je voulais être considérée comme une artiste qui avait le droit de rentrer. Et moi, jeune journaliste, je devais rentrer au studio 102, je n'avais pas le droit, et j'avais mis un vieux pull, pris un papier et un stylo, et fait pardon. On m'avait pris pour un assistant, et ça, non, on m'a pris pour l'assistant de l'émission, et ça a marché. Trop fort. Trop fort. On avait bien rigolé. Alors, vous partez en Italie, vous allez d'abord faire des pubs, mais aussi des castings et de la télé. Vous êtes speakerine sur une chaîne qui s'appelle Uomo TV. La Uomo TV. Oui. Uomo TV, c'est la télé de l'homme. C'était la première chaîne libre de télévision qui par la suite a été rachetée par Berlusconi. Et du coup, ils avaient besoin d'une speakerine. Et quand on m'a appelé pour faire le casting, quand mon agent m'a appelé, j'y suis allée sans trop comprendre. Mais en même temps, j'avais besoin de travailler. Donc j'ai fait un effort pour apparaître séduisante. Et mon côté français avait bien plu. Du coup, ils m'ont gardée avant de vouloir me virer parce que j'étais tellement nulle. Que voilà, mais le public avait bien aimé mon côté un peu à l'ouest. Elle était vraiment déjantée, la jeune là. C'est-à-dire que je crois que vous fumiez pendant les prises de vue. Vers la fin, on avait fumé des pétards, ça c'est pas bien du tout. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé, franchement. Mais la vie c'est ça, faut s'amuser. Vous riez d'ailleurs beaucoup à l'antenne, ça a plu aux spectateurs, mais pas à la direction. Ça a plu aux spectateurs, voilà. Puis vous savez, en Italie, le pétard c'était monnaie courante. Hein. Exactement, à l'époque. Mais les speakerines en France c'était très différent, elles étaient vraiment très sérieuses. Catherine Langer venait le dimanche faire passer ses 12 heures et il y avait une machine à sandwich pour tenir le coup. Et on ne bougeait pas, oui. Oh là là, je savais pas ça. C'est autre chose. Alors, à l'époque, vous avez envie de chanter et vous allez rencontrer un groupe qui s'appelle la Bottega dell'Arte. Ça s'est venu comment, ça? Alors, on a fait des concerts. Quand je faisais des concerts que j'appelle les concerts galères, parce qu'on allait au fin fond de l'Italie, on faisait notre concert et on repartait sans être payé. C'était des concerts de rock, hein? Ou
oui, c'était des concerts de tout. J'ai tout fait. Franchement, j'ai tout fait pour gagner ma vie. Et en fait, il y avait aussi ce groupe qui marchait très bien, qui était la Bottega dell'Arte, qui m'a été présenté plus directement par la suite par mon ingénieur du son Marco Lecci. Et dans l'équipe, il y avait Romano Musumara, Piero Calabrese. Il y a toute l'équipe qui a travaillé avec moi par la suite. Et il démarrait, Monsieur Marat, personne ne le connaissait. Je crois qu'il avait fait la phase B d'un disque de musique électronique qui s'appelait Automate, qui a été utilisé par la chaîne brésilienne Globo. C'était sa seule gloire à l'époque. Ah, je sais pas. Si, c'était ses tout débuts. Et d'ailleurs, il n'a pas été très sympa avec vous au début. Vous avez vu que c'était le chef, c'était le moins sympa de la bande lors de votre première audition. C'était le chef, donc ce qu'on appelle le maestro. Donc le maestro, faut qu'il ait une attitude, le maestro. Donc il avait cette attitude, c'était je sais pas. Et tous les autres étaient ma Romano, ma che pensi, ma questo. Et en fait, on lui donne après son statut, on s'adapte à son statut de maestro et donc de chef. Et il vous a poussé dans vos limites dès la première audition. Ah oui, c'était horrible. Tutu non sai, tutu. Je me suis dit, je vais tomber dans les pommes tellement il y avait de souffle et je me disais non, vas-y, parce que c'est ta chance c'était une chance pour moi. Tout ce qu'on m'offrait était pour moi une chance qu'il fallait que je cueille à chaque fois et peu importe la souffrance physique. Il fallait continuer. D'ailleurs, il vous a demandé d'écrire une chanson en français. Il m'avait demandé d'écrire le texte français de Tutu non sai. Oui. Et donc, du coup, le soir, je me suis rentrée chez moi et puis j'ai fait ça et on l'a rechanté cette fois. Toute première fois, toute Madonna. C'était quand même... C'était rock'n'roll, hein. Voilà. Et justement, il y a eu d'autres dates rock'n'roll et il y a une date importante dans votre vie, c'est le 20 mars 1984. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jeanne Masse. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jeanne Masse. Nous parlerons tout à l'heure du Casino de Paris, où vous fêterez vos 40 ans de carrière, déjà, ça va trop vite. Et le 20 mars 1984, alors c'est une date importante, parce que la légende prétend que votre première télé, c'était Jour J. Alors c'était le 21 mars, et le 20 mars, il y a eu une autre émission où vous avez chanté ceci. En fait, c'est à Toulouse, La vie à plein temps. Vous l'avez faite la veille de Jour J. Vous êtes levé à 7h du matin pour faire une émission à midi. Vous vous en souvenez? Oui, non. Voilà. Et c'est la première fois que vous chantez cette chanson à la télévision. Oh. La veille de Jour J où vous avez gagné le concours. Waouh. Oui, je me souviens surtout de Jour J, oui. Voilà. Et là, vous êtes toute souriante. Vous expliquez aux jeunes animateurs qui vous tutoient tout de suite que vous aviez 2 contrats en Italie et en France et que vous avez choisi la France. Exact. Oui, j'étais partie. Tout arrive en même temps. C'est que finalement, je travaillais avec un autre compositeur, autre que Romano, et Menardi, et qui avait... et qui avait trouvé un contrat à la CBS pour moi, qui m'attendait avec un répertoire beaucoup plus branché. Et puis je sais pas pourquoi j'ai été attirée par le fait par revenir en France, parce que c'était quand même le pays de mon enfance. Voilà, parce que c'était sentimental. Voilà. Alors dans cette émission, c'est la première fois aussi que vous évoquez dans la différence générale votre crêperie à Rome, en disant que vous faites des crêpes à Rome. Oui. Ah bah oui. Je crois que ça s'appelait Sissi. Chez Sissi. Oui. Chez Sissi, c'est ma copine Sylvana. Et en fait, voilà, elle avait envie de monter un petit truc à elle. Et puis moi, je l'ai aidée. J'étais rentrée dans les cuisines et je dis, écoute, pourquoi on fait pas une crêperie? Je pense que je sais faire les crêpes. Et puis du coup, on a fait des crêpes pendant 1 an, de quoi me dégoûter à jamais des crêpes. Et puis voilà, et ça a très très bien marché. Et quand ça a marché, mais c'était horrible d'être dans les cuisines. Alors elle avait le beau rôle, hein, parce qu'elle était en salle, donc voilà, elle brillait, tout ça. Moi, j'étais au fourneau, mais on avait créé un concept très sympa qui était toutes les crêpes avaient un nom d'acteur français. Donc il y avait la crêpe Brigitte Bardot, la crêpe Alain Delon, la crêpe Jean-Paul Belmondo, voilà, et les gens choisissaient la crêpe qu'il désirait. La crêpe Delon était aux épinards, la crêpe Belmondo aux champignons. Exact. Et alors il se trouve qu'en fait, ça marchait gentiment, il y avait une dizaine de tables, mais un jour, il y a un article dans la Corriere della Sera qui a tout lancé. Et c'était, voilà, et qui a parlé de notre restaurant. Et depuis, c'était salle pleine, tous les soirs. Des fois, j'avais même plus assez de pâtes pour finir. Et alors, j'ai appris à faire les crêpes, mais j'ai aussi appris à faire la mousse au chocolat. Et puis, elle voulait aussi qu'on fasse des pâtes, mais moi, j'avais pas envie de faire 10 000
truc. Non, chez nous, on venait pour manger des crêpes. La mousse au chocolat, elle a été créée par un Suisse qui s'appelait Charles Fazy, qui était le cuisinier de Louis XVI. Et on l'appelle mousse au chocolat parce que ça dérive de l'écume sur la boisson de chocolat à l'époque. Oh, vous Ça, voyez, c'est l'histoire vraie. c'est génial. Alors, les comédiens français étaient connus en Italie, Delon, Belmondo, Bardot et quelques autres, non? Ouais. Alors les autres, c'était quoi? Depardieu, il je crois. y avait De Funès. Ah oui, mais j'avais pas pris De Funès, j'avais pris plus ma génération. Et Francis Blanche était très connu en Italie. Oui. Parce qu'il avait fait le Papa Schultz dans le Babette s'en va en guerre avec Bardot. Et depuis, chaque fois qu'il fait un rôle d'officier nazi, on appelait Francis Blanche. Oh, d'accord. Alors, finalement, quand vous faites cette télé, personne n'imagine que toute première fois va être un succès. Qui vous a vous-même surpris, Jeanne Masse. Ah oui, bah surtout que j'avais vu 2 maisons de disques avant Pathé Marconi qui m'avaient carrément dit non, mais non, ça nous intéresse absolument pas. Et puis de toute façon, les femmes elles font pas du rock. Déjà toute première fois, elle était pas très rock, mais c'est bon. Bref, quand je leur avais dit que je venais du rock, ils m'ont dit mais non, les femmes font pas du rock. Alors déjà misogynie à fond, mais c'était la rencontre avec Jean-Jacques Souplet, qui était un homme sensible et surtout musicalement très sensible, voilà, qui arrivait à détecter les talents et qui m'a dit welcome to Pathé Marconi. Jean-Jacques Souplet, qui a été le directeur artistique de Pathé Marconi, avait également découvert Gérard Lenormand, auquel personne ne croyait. Exact. Et on voit le résultat aujourd'hui. Et on voit le résultat. Alors, tout a commencé effectivement, je crois qu'en Italie, vous étiez dégoûté, vous vous apprêtez à prendre un train et il y a un dîner qui va finalement changer votre carrière. C'est-à-dire que on vous demande de laisser la cassette de cette première fois à un copain qui la transmet justement à Jean-Jacques Souplet. Voilà, c'est ça qu'il avait. En fait, moi, je repartais bredouille en Italie, et puis un ami à moi me présente un ami à lui qui finalement me dit, moi, je veux être producteur et tout ça. Donc je lui dis ah bon. Puis on va dîner chez lui. Je lui donne la cassette. Je repars de toute façon en Italie sans y croire, et il me rappelle 15 jours après en me disant tu peux remonter en France parce qu'on a un rendez-vous. Et c'est comme ça que c'est né et que ça s'est J'ai fait what? Et vous ne pensiez pas que ça aurait autant de succès? Ah ben non, quand même pas. Je crois que le disque se vendait à 30 000 exemplaires par jour. Oui, à la rentrée, on m'avait envoyé faire les clubs. Et donc j'ai fait plein de clubs. Je me suis dit mon Dieu, c'est ça maintenant que je dois faire, chanter en playback dans des clubs avec des gens bourrés qui sont en train de danser devant moi. Mais bon, c'est pas grave, je fais toujours sérieusement mon travail, donc je l'avais fait très sérieusement. Et en rentrant, je me suis dit c'est pas grave, je repars en Italie jusqu'à ce que la maison de disques m'appelle en disant c'est de la folie, on est à 30 par jour, 30 000 par jour. Et j'ai fait, je sais pas ce que ça veut dire, mais ils ont l'air super contents, donc c'est bon signe, Jeanne, c'est bon signe. Et cette émission Jour J, qu'est-ce que c'était? Alors c'était un concours entre 2 jeunes artistes et donc le public devait décider qui devait revenir le samedi. Donc on attendait toute la semaine et puis j'avais été sélectionnée pour revenir le samedi. Donc à la fin j'ai remporté Jour J. Et en même temps il y a eu un clip qui a été réalisé par José-Louis Bocquet qui est ensuite devenu je crois éditeur et qui écrit maintenant les aventures de Black et Mortimer dans le dernier album L'Art de la Guerre. Oh d'accord, mais c'est pas lui qui l'a réalisé. Lui, il était mon coéquipier oui. sur Johnny. Comme c'était un journaliste et qu'il était fort beau garçon, je lui avais demandé s'il voulait jouer le rôle masculin et il avait joué, il avait accepté, on s'est bien amusé. Mais il était très 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 introverti. Je comprends maintenant qu'il soit plus dans l'écriture. Alors, il se trouve aussi que vous avez fait Champs-Élysées, le soir de Réveillon, je crois, et que vous avez failli ne pas entrer sur scène, Jeanne Masse. Exact, parce que j'avais tellement peur. Attendez, quand même, rencontrer Michel Drucker, c'était quelque chose, hein, surtout pour moi qui étais une débutante. Et donc là, il parlait tellement, j'étais derrière les coulisses. À un moment, j'ai eu panic attack et j'ai dit à mon attachée de presse, Josiane, c'est bon, j'y renonce, je monte dans ma loge et elle m'a dit non. Tu y restes là et la musique est partie, boum. Et je suis rentrée automatiquement parce qu'à ce moment-là, vous rentrez dans une deuxième dimension et vous n'existez plus. Vous faites que ce que vous avez à faire. Donc en fait, voilà, j'étais rentrée sur scène et j'étais tellement intimidée par Michel Drucker. Franchement, c'est l'un des plus beaux moments de ma carrière. Oui, mais il a été hyper gentil avec vous. Mais il est toujours hyper gentil. C'est un homme adorable. Hein. Franchement, c'est un homme adorable. Je crois que tous les artistes l'adorent et je l'adore aussi. Hein. Bien sûr. Et d'ailleurs, cette émission, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le soir du Réveillon et il y avait Guy Bedos et Enrico Macias qui étaient les vedettes de la soirée. Non, mais j'adore les deux. Oui, Enrico Macias, derrière les coulisses, il m'avait dit « Toi, tu viens de balayer les années 60.
Et je le regarde comme ça et j'ose pas lui dire, j'ose rien lui dire. Parce que c'était un tel compliment, enfin c'était pas un compliment, je me suis jamais sentie supérieure à qui que ce soit, hein, faut dire. Mais c'est vrai que c'était super gentil de sa part parce que je sais que ça venait du fond du cœur, parce que cet homme c'est vraiment, il vit avec le cœur. Et Guy Bedos qui était devenu un ami par la suite que j'ai adoré aussi. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Hein. J'ai rencontré que des gens formidables. Mais c'est vrai ce qu'a dit Enrico Macias sur le fait que vous aviez balayé les années 60. D'autres l'ont dit. Monique Lemarcy, qui s'occupait de la programmation à RTL, a tenu le même langage. C'est vrai que sans vous en rendre compte, vous avez révolutionné, entre guillemets, la chanson Jeanne Masse. Et révolutionner, c'est peut-être mieux que balayer, parce que, voilà, faut pas exagérer. Je veux dire, les années 60, elles ont été merveilleuses en France aussi. Hein. Et du coup, oui, c'est vrai, peut-être que je suis arrivée avec un nouveau son, un nouveau look, un nouveau tempérament. Et c'était ça qui était très, très neuf. Et en fait, j'attirais la jeune génération, mais aussi l'ancienne génération, qui disait, oh bah tiens, regarde le petit lutin là qui saute avec ses cheveux en pétard. C'était, c'était ça. Ce look de pétard, de cheveux en pétard et ce look noir, c'est né comment, Jeanne Masse? C'était moi. J'ai jamais calculé quoi que ce soit. On me demandait, mais ton look, c'est qui l'a travaillé? Je voyais pas pourquoi on me parlait de look. Moi, j'étais comme ça. Si vous me voyez sur les photos privées, j'étais toujours avec mes cheveux en pétard, habillée en noir. C'était moi. C'était moi. Et on dit que vous êtes un personnage, alors que finalement, votre but à l'époque, et c'est toujours le but, c'est d'offrir du plaisir au public. Tout à fait. Ça a toujours été ma mission. Ma mission était de dédier mon talent aux autres. C'est presque un sacerdoce, parce qu'on n'est pas toujours compris. On n'est pas toujours compris, mais qu'importe, parce que l'important, ce n'est pas qu'on soit compris, mais qu'on comprenne les autres. Vous voyez, parce que en fait, moi, voilà, je suis en mission, donc la mission, elle est jamais pour soi-même réellement, mais pour les autres. Et vous avez eu d'autres missions, on va en évoquer une à travers une autre date, le 18 février 2016. À tout de suite sur Sud Radio avec Jeanne Masse. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Jeanne Masse. Nous parlerons tout à l'heure de ses 40 ans de carrière fêtés au Casino de Paris pour le grand bonheur du public qui ne vous a jamais lâché. Alors, j'ai trouvé une date, le 18 février 2016. C'est la sortie d'un livre qui est un petit peu comme la chanson, un livre de précurseur. C'est Ma vie est une pomme, où vous expliquez que depuis 23 ans, vous avez fait le choix du végétarisme. Et à l'époque, là encore, personne n'en parle. Exact. Oui, j'ai été assez précurseur sur plein de choses, j'ai l'impression, mais parce que oui, personne ne parlait. Et c'est vrai que à cette époque-là, quand vous parliez du véganisme ou du végétarisme, on vous regardait avec un regard en disant mais elle est malade et toutes les carences que tu vas avoir et tout ça. Heureusement, les mentalités ont évolué. Heureusement que d'autres m'ont rejoint et heureusement qu'aujourd'hui les informations sont beaucoup plus diffusées pour comprendre qu'il y a des alternatives à l'alimentation animale et qu'on se porte très très bien. Alors, Bardot en avait beaucoup parlé avec les animaux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Bardot a décidé d'arrêter sa carrière et de venir en aide aux animaux pendant le tournage de ce qui a été son dernier film, Colline aux chemises. Elle a pris la décision d'arrêter parce qu'elle se promène, elle voit une dame avec une chèvre. Elle trouve la chèvre charmante et la dame lui dit, écoutez, elle sera mangée dimanche. Elle ne l'a pas supporté, elle a acheté la chèvre, elle l'a gardée et depuis ce jour-là, elle s'occupe des animaux. Oui, ça, je le sais puisque je travaille beaucoup et je soutiens beaucoup la Fondation Bardot et en fait, c'est tout. Je veux dire, elle est totalement admirable cette femme d'avoir mis de côté son propre égocentrisme pour pouvoir s'occuper des plus faibles et de ceux qui n'ont pas de voix. Et au départ, la Fondation Bardot, personne n'y croyait, et aujourd'hui, c'est une institution. Elle allait vendre ses propres affaires directement dans les marchés pour récolter des fonds pour son association. Donc, c'est vraiment humble. Alors, il se trouve que vous évoquez dans ce livre que j'ai retrouvé un végétarien très célèbre, et on ne le sait pas, c'est Georges Bernard Shaw. C'est assez étonnant parce que le végétarisme remonte quand même très loin. Vous voyez, oui, mais il remonte encore plus loin. Si vous prenez les premiers philosophes, et Platon même était déjà végétarien et même voire végétalien. Donc, mais ça s'est perdu par la suite puisque bon, après les guerres, sans les guerres. Mais vous savez, il y a plein d'études qui ont montré que lorsque les gens mangent moins de viande, ils se portent mieux et vivent plus longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'après, il y a l'éducation alimentaire et la peur de manquer, ou je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais aujourd'hui est-il qu'il
il existe ces alternatives et que ça doit appartenir au monde d'aujourd'hui parce qu'on ne peut qu'évoluer vers le mieux. Alors, il se trouve que vous y pensiez au végétarisme depuis l'enfance, je crois. Oui. Moi, j'étais forcée de manger de la viande parce que mes parents me forçaient en disant, vous savez, c'était l'éducation des générations précédentes qui pensaient que bon, t'avais besoin de tout ça pour bien t'alimenter, donc c'est mange. Et jusqu'au jour où vous finissez par avoir un tel écœurement, puis c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu comment on tuait les petits lapins dans les marchés, j'ai regardé ma mère et là j'ai pris mon courage et je lui ai dit plus jamais je ne mangerai de lapin. Après, elle m'a menti, probablement pour me faire manger tout ce qu'elle avait envie de me faire manger. Mais moi, c'était déjà décidé que les animaux ne feraient plus partie de mon alimentation et ne le sont plus depuis très longtemps. Et il y a eu aussi un autre déclic, c'est la naissance de votre fille, Victoria. Là aussi, ça a contribué. Là, ça a été un vrai dilemme parce que entre le manque de connaissances, vous savez, il y a ce que vous ressentez, ce que vous sentez être juste, et puis il y a ce que vous dit la société et votre entourage. Et à l'époque, le véganisme était vu comme quelque chose d'anormal. Et donc, on m'a poussé à manger de la viande que j'ai vomi directement. Et puis, voilà, mais pour le bien de ma fille, j'étais prête à tout. Mais je suis pas sûre que ça lui ait rendu service, hein. Puis un autre déclic, c'est une rencontre avec un musicien prénommé Tony. Ouais. Tony Levin. Voilà, qui aimait la viande, qui n'aimait pas la viande, qui était végétarien. Ouais. C'était mon premier végétarien. On a fait un déjeuner avec lui. Et alors, la grosse déception, c'est qu'il a mangé des huîtres. Et je me souviens que mon manager de l'époque lui a dit, mais tu sais que les huîtres, elles sont vivantes? Et il a fait, c'est pour une fois, j'égoutte. Et je me suis dit, ça, c'est pas top. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu as une vie en face de toi, que ce soit un veau, une vache, un chien ou une huître, c'est toujours une vie. Et donc, non. En tant que végétarien et en tant que végétalien, encore pire, vegan, on ne touche pas aux autres vies. Et ce musicien, Tony, a été l'un des accompagnateurs de cette chanson. Les crises de l'âme, 200 000 exemplaires et quelques soucis parce que c'était un album engagé et on ne vous attendait pas là-dessus, Jeanne Masse. Exact, mais bon, vous savez, je changeais de réalisateur, je changeais de vie aussi puisque je venais d'être maman. Il y avait de quoi avoir des crises de l'âme, hein. Et donc, c'est vrai que ça a été très perturbant et perturbateur et en même temps tellement enrichissant. Et c'est un album qui, selon moi, est finalement l'album qui se rapproche le plus de moi puisque j'y ai écrit des textes plus engagés, en tout cas plus de femmes, puisque je parle aussi du viol, je parle aussi de la guerre telle que je la voyais comme quelque chose de terrible. Et enfin, c'est quelque chose de terrible, mais je me mettais à la place de tous ces pauvres gens qui n'ont rien demandé et qui subissent. Et en fait, c'était ça, toutes mes crises de l'âme, elles étaient là. Il y avait mon bébé rock qui était là. Et c'est un très bel album. Et dommage que les médias se soient opposés à ce moment-là parce qu'ils trouvaient que c'était peut-être trop direct, parce que finalement, ce qui les dérangeait, c'était qu'une femme dise certaines choses parce que c'était sois belle et tais-toi. Quelque part, bon, voilà, hein, ça c'était les années 80, 90. Heureusement que ça a évolué. Mais en fait, j'étais dans ce tourment total où j'étais une femme qui finalement avait envie de défendre des causes et qui se faisait ratatiner. mais curieusement, vous aviez 30 ans d'avance parce qu'aujourd'hui, ce que vous racontez à l'époque, c'est d'actualité, Jeanne Masse. Mais tout à fait. Et je vous remercie de le reconnaître. À l'époque, c'est vrai que je pensais être dans le juste, mais j'étais trop en avance. Je ferais un album comme Les Crises de l'âme aujourd'hui, on dirait ouais, elle est dans le temps, elle est super branchée. Non, j'étais déjà branchée, les gars. Et aujourd'hui, je suis contente que finalement, il y ait des associations et des mouvements comme le MeToo qui prennent la relève, hein. Mais 30 ans après. Voilà. Vous avez écrit une lettre à François Mitterrand pour lui demander de nous rassurer face aux violeurs et aux tueurs d'enfants. Voilà. Et ça, voilà. Encore une fois, personne n'en parlait à l'époque. Non, personne n'en parlait, mais après, ça a été repris par un certain parti qui a dit, vous voyez, même Jeanne Masse, c'est pour la peine de mort. De quoi il parle? J'ai jamais parlé de peine de mort. Je ne suis pas pour la peine de mort puisque je suis contre la punition, mais je suis pour l'éducation. Éduquer les jeunes, éduquer les hommes, et puis quand les hommes sont malades, eh bien, les prendre en charge et les traiter pour qu'ils arrêtent d'être malades. Mais non, moi je venais d'être maman et quand j'ai écrit, c'est vrai qu'il y avait une série de viols et d'enfants, de petites filles, et dont 2 d'entre elles, je me souviens, avaient été massacrées. Et j'avais tellement peur que j'ai demandé
je me suis adressée au président de la République. Où était le tort? Je sais pas. On peut s'adresser à Dieu, mais pas à lui. Donc, c'était compliqué. Mais moi, je l'ai fait en toute bonne foi. Oui. Je voulais juste qu'on me rassure et qu'on me dise, vous inquiétez pas. Je voulais qu'il rassure toutes les mamans en disant, ça ne va pas se reproduire, ou en tout cas, on va être plus vigilants, ou en tout cas, ceux qu'on considère être malades, on va pas les lâcher dans la rue. Vous voyez, je crois qu'il y a encore ce problème. Hein. 30 ans plus tard, c'est plus que jamais d'actualité. Là encore, vous étiez en avance. Voilà, encore une fois, j'étais en avance. Et encore une fois, je veux dire, on écrirait à Macron aujourd'hui, au président Macron, peut-être qu'il l'écouterait, mais peut-être pas, je ne sais pas. Je suis perdue, mais l'important, c'est qu'il faut... Le plus dur, c'est de ne rien faire, vous voyez. C'est d'être juste spectateur de ce qui se passe et en disant... Je peux rien faire. Non, moi, même si je fais qu'un tout petit peu, je voudrais faire quelque chose. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a interpellé François Mitterrand lors d'un débat présidentiel en 1980. Et ce quelqu'un, vous allez reconnaître sa voix. Mais Dieu, que l'amour est triste, que l'amour est triste, depuis que le monde existe. Balavoine, Daniel Balavoine, une des premières rencontres de votre carrière et une chanson qui a été un déclic pour vous, Jeanne Masse. Ah ouais, Dieu que le monde est triste. Regardez le monde d'aujourd'hui. Il est tellement d'actualité, Daniel. Et c'est vrai qu'un jour, vous lui avez écrit pour travailler avec lui et il a dit oui tout de suite. C'était après jour J, donc lorsque la maison de disques m'a proposé de faire un album donc Jean-Jacques Souplet m'a dit est-ce que tu aurais des envies particulières? J'ai dit écoutez, moi j'ai entendu la chanson d'un artiste français qui chante Dieu que l'amour est triste et je trouve ça incroyable et j'aimerais bien travailler avec lui. Et il me fait Daniel Balavoine. Je dis oui, je pense. Et donc ils m'ont dit mais c'est une superstar et tout ça. Je me suis dit oh la vache, déjà je frappe très haut là. Et en fait, ils l'ont contacté et j'ai attendu l'appel de Daniel et Daniel m'a appelé ce jour-là et je crois que je n'avais jamais autant bégayé de ma vie, mais voilà, c'était un bon départ. Hein. Et il a dit que votre voix lui donnait la chair de poule. Ouais, quand on a travaillé ensemble, c'est lui sans doute qui a donné la direction à ma carrière parce qu'il avait... Il m'avait dit, quand on chantait Oh Mama, il m'a dit, écoute, là, c'est vrai que des fois, tu chantes pas totalement juste, mais quand tu chantes, moi, j'ai la chair de poule. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris quelle était ma mission d'interprète. Et votre mission d'interprète a bien commencé. Il y a eu toute première fois et il y a eu cette chanson. Là aussi, c'est un immense succès. Tout de suite. Tout à fait. Et Daniel avait dit j'arrive pas à croire qu'une femme ait écrit ce texte avant moi. C'est fou, hein? Oui. Et les textes venaient spontanément comme ça? Oui, mais je pense que voilà, c'est parce que j'adore m'introduire mentalement et spirituellement dans la vie des autres et de sentir ce qu'ils ressentent et de pouvoir l'après l'écrire. Hein. Alors, il se trouve que moi, j'ai vu un film qui s'appelle La vie dissolue de Gérard Floch, de Georges Lautner, et dedans, il y a Jacqueline Maillan qui danse sur cette chanson. Magnifique, oui. On a fait une émission ensemble après avec Jacqueline. C'est fou, hein? Oh, elle est formidable. Elle a fait très peu de cinéma, elle préférait le théâtre, elle vivait pour le théâtre, et je pense qu'elle aurait mérité de faire beaucoup plus de films. Tout à fait. Et puis, il y a eu surtout, à cette époque, cette chanson. En rouge et noir, comme les couleurs de Sud Radio, vous venez de le remarquer d'ailleurs. Alors là aussi, encore aujourd'hui, on vous parle de cette chanson, Jeanne Masse. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Rechanter en rouge et noir, parler... en fait, en rouge et noir... en même temps, j'ai énormément de chance, honnêtement. Franchement, c'est... de pouvoir voir ces nouvelles générations qui se lèvent et qui chantent en rouge et noir, c'est incroyable aussi. Donc, c'est très bien. Puis en plus, vous voyez, on les transporte avec nous, ces couleurs. Ouais, exactement. Je crois que vous l'avez enregistrée au Danemark, cette chanson. Exact, oui. C'était mon dernier album avec Romano Muzumara. Et l'album s'intitule Femmes d'aujourd'hui. Exact. Et Femmes d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, c'est le premier journal féminin belge de l'histoire qui est né le 1er avril 1933 et qui a eu du succès tout de suite auprès des femmes. C'est quelque chose que j'aimerais continuer d'ailleurs, Femmes d'aujourd'hui. Parce qu'en plus, oui, il y a les Femmes d'aujourd'hui, puis il y a tous ces prix. Vous avez reçu 2 victoires de la musique, vous avez été la première à chanter à Bercy. Vous vous rendez compte de votre parcours? Oui.
C'est fou. Bah, c'est bien. C'est bien, oui, mais en même temps, c'est énorme. Est-ce que vous Ce auriez qui me permet besoin d'avoir 40 ans après encore des gens qui me suivent, qui m'apprécient et qui me respectent. Je crois qu'il y a eu une vingtaine d'albums enregistrés. Oh oui, oui. Grosso modo, oui, je les compte plus parce que je suis pas là à compter ce que je fais, mais surtout à vibrer et à ressentir. Voilà ce que je crée. C'est vrai que quand on aime, on ne compte pas. Ben oui, c'est ça. Et nous, on aime vous retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 15 février 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Jeanne Masse. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jeanne Masse. Alors, on a évoqué votre passé, et puis donc, je l'ai annoncé, à partir du 15 février, et je crois que ça dure 3 jours, vous êtes au Casino de Paris pour fêter vos 40 ans de carrière. Retour à Paris, et ça, je crois que vous en aviez très envie. Alors, c'est surtout que je voulais absolument fêter cet anniversaire avec les fans qui me suivent depuis 40 ans et leur dire merci avant toute chose. Voilà. Oui, parce que les fans ont continué à vous suivre sans arrêt, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Ils m'ont aidé à dépasser tout. En fait, ils ont été mes éléments déclencheurs à chaque fois pour dire ok, je me remets en question, et voilà. Et ils sont toujours dans l'attente de quelque chose de neuf que je vais leur apporter. C'est comme s'ils avaient avec moi besoin de rêver et de voyager. Et il y a plusieurs générations de fans, Jeanne Masse. Aujourd'hui, je crois, oui. Ouais, c'est super. C'est assez étonnant. Oui. Parce qu'il y a Rouge et le Noir, mais pas seulement. Ils connaissent vos chansons. Oui, tout à fait. Ils vous suivent sur les réseaux. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, vous avez choisi 3 dates au Casino de Paris. C'est un lieu où vous n'étiez pas passé. Si, je suis passée 2 fois déjà. Il y a longtemps. En 93 et en 2004, où j'étais juste avant de partir aux États-Unis. J'ai fait 2 fois le Casino de Paris, et là, je le fais une 3e fois. Et j'avoue que c'est vrai, la 2e fois que j'ai fait le Casino, la première fois que j'ai fait le Casino de Paris, je voulais déjà faire mes adieux. Et quand le rideau s'est ouvert, j'ai retrouvé la scène recouverte de roses blanches. Et je me suis dit, oh! Et ça m'a... Non, de tulipes blanches, de tulipes blanches. Et ça m'a fait un tel choc, je me suis dit, tu peux pas arrêter là, parce que c'est pas pour moi, c'est pour eux. C'est pour eux, parce qu'ils sont là. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que là, j'arrive au bout de toutes les scènes. 2025, oui. Ça va être vraiment je dis au revoir au public en province, et voilà. Oui, mais enfin, ça, c'est pas ce qu'un au revoir, parce que finalement, vos chansons appartiennent au public. Tout à fait, elles appartiennent, et elles seront toujours là pour eux, donc... Alors c'est aussi un nouvel album que vous avez enregistré, et l'une des chansons de cet album, c'est Phosphore. Du Jeanne Masse pur et dur. Du Jeanne Masse d'aujourd'hui. Oui, exactement, mais en même temps, ouais. On vous reconnaît parfaitement. Oui, c'est super, mais merci. Vous avez inventé ce style et vous le conservez. Oui, tout à fait. Vous avez beaucoup innové. Vous avez beaucoup phosphoré avant de prendre la décision de revenir avec un album et de refaire de la scène? Je phosphore pas autant que ça, en fait. Ça vient naturellement. Voilà, c'est le corps, c'est la tête, c'est l'âme qui a besoin à ce moment-là, de s'exprimer, de voyager, de s'élever. Et à chaque fois qu'on crée un album, on s'élève un peu plus. Et voilà. Et Phosphore est né par un besoin de survie. Alors, cette décision a été prise il y a aussi quelques temps, mais en même temps, il y a eu plusieurs fois des adieux possibles. Notamment, il y a eu la première étape, c'est le coup de foudre pour la Provence. Ça a été aussi un tournant de votre vie, Jeanne Masse. Tout à fait. Bah là, c'est le jour où j'ai fait le choix entre ma carrière et mes enfants l'ont remporté parce que je voulais les voir grandir. Je voulais pas être une maman perturbée par les problèmes qu'on a dans notre métier, par revenir d'être épuisée. Je voulais vraiment m'occuper de mes 2 petits. Et j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie. Hein. Vous avez trouvé une maison délabrée en Provence. Oui. Que vous avez retapée. Entièrement. Je crois qu'il y avait un escalier digne d'Hollywood. Oh, tout à fait. On avait fait ça. On avait chaque chambre, les enfants avaient leur propre salle de bain. J'avais la salle de jeu pour les enfants et on a passé des moments inoubliables. J'avais une immense table que pour nous 3 et je me souviendrai toujours de cette fois où j'étais assise avec mes 2 enfants sur le côté. Ils revenaient de l'école parce que je les alimentais moi. Ils ne restaient pas à la cantine et je les ai regardés et j'ai senti cet étrange bien-être qui vous transporte de la
pointe des orteils jusqu'à la pointe de vos cheveux. Et je me suis dit, c'est ça le bonheur. Oui, et en même temps, il y avait une petite épicerie de village où c'était vraiment le lieu parfait pour vivre comme vous le souhaitiez. Exact. Et puis voilà, j'étais très sportive aussi, mais c'est surtout que je m'occupais de mes enfants et puis qu'on avait finalement créé des histoires d'enfants. Vous voyez, on achète énormément de joujoux aux enfants. Pas besoin, quand vous vivez en dehors, ils créent des jeux avec leur imagination. Il suffit de 2 pierres, des bouts de bâton, d'aller chercher les animaux qui sont cachés quelque part. Pas pour leur faire du mal, Non. absolument pas, mais pour la curiosité de les regarder vivre. Ça, c'était formidable. Je crois que le terrain faisait 4 hectares, c'était énorme, vous étiez tranquille. loin de Énorme. tout. Bah non, j'étais pas tranquille parce qu'il y avait toujours des chasseurs. Oui. Ça, c'est le problème en France. Il faut vraiment maintenant protéger les propriétés et demander aux chasseurs d'aller chasser ailleurs, pas dans les propriétés. Et vous arriviez à vous débarrasser d'eux à cette époque? Non, je les voyais, ils rentraient chez moi, ils ont tué des faisans qui avaient pris un refuge dans ma propriété. Ça, c'est pas top. Et il n'y avait rien à faire Bon, à ce déjà, moment. tuer, c'est pas top, Oui. mais alors vraiment... Alors il y avait des parfums aussi. Il y avait des parfums provençaux et puis il y avait les fleurs, le mimosa, la lavande, les oliviers. Ah, c'était beau. Et vous savez, oui, les figuiers. Les figuiers. Quand j'ai vu les figuiers, je me suis dit, quand j'ai vu cette espèce de maison, enfin, ce qu'il en restait, parce que c'était une vieille bergerie, mais avec des murs épais comme ça. Et je me suis dit, il faut que je revoie cette maison. Donc, quand je la revois, il y a 2 choses que je voulais trouver. Les figuiers et le mimosa. Eh bien, il y avait les deux. Il y avait les 2 arbres. Donc, quand je les ai trouvés, vous savez, ce qui est drôle, c'est que le mimosa est mort une fois que je me suis installée là-bas. Donc, en fait, c'était juste un signe pour me faire venir. Voilà. Et justement, les fleurs, elles font partie de votre nouvel album à travers une chanson. Si tu m'entends, as-tu la force de disparaître pour que je m'isole un bref instant d'un peu de bien-être? Si tu m'entends, alors On reconnaît Jeanne Masse par sa voix, par le rythme. Finalement, vous n'avez pas changé depuis 40 ans. Alors, Vocalement. c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Ah, ok. Non, mais c'est bien. C'est une qualité, c'est pas si fréquent. Ouais, mais les arrangements sont quand même un peu plus actuels Oui. aussi, voilà. Mais je parle de la voix. Ah, la voix, oui, c'est vrai, elle a pas trop Ah changé. non. Je m'en rends pas compte, en fait. Ah, c'est exactement la même. On vous reconnaît entre mille. Ah. Alors, les fleurs, justement, c'est aussi une de vos préoccupations, car vous êtes installé aux États-Unis, et les plantes et les fleurs, ça fait partie de votre quotidien aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'ai découvert l'osmose. En fait, je me sens un élément parmi les autres éléments de cette planète. Et c'est vrai que le fait de jardiner, j'ai acheté une maison où il y avait strictement rien. Le jardin n'était qu'un bout de terre sec. Et je me suis dit, moi qui adore les plantes, je me suis dit, je vais tout planter. Je veux une plante de chaque espèce. Et donc, j'ai commencé à planter dans tous les sens. Mais un bordel, j'ai fait. Mais après, là, maintenant, je mets un peu dedans. Mais c'est vrai que, vous voyez, j'ai commencé à observer les plantes, à observer les mauvaises herbes, comment elles poussaient, voilà, comment elles essayaient de s'infiltrer parmi les belles plantes comme ça pour pouvoir survivre. Des fois, elles me font de la peine, mais c'est extra. Et vous savez, et donc du coup, j'ai découvert qu'il y avait la conscience. Vous savez que les plantes ont conscience de leur existence. C'est extrêmement important qu'elles communiquent entre elles à travers ce réseau qui est sous terre, fait de champignons comme ça. C'est extraordinaire. Et d'un seul coup, je compare mes plantes, je compare mes fleurs au monde des hommes, et je me demande pourquoi on n'arrive pas à cohabiter tous avec la même harmonie que toutes ces belles plantes qui adorent être entre elles, parce que plus elles sont mélangées, plus elles sont belles. Et d'ailleurs, vous avez un point commun avec Guy Béard, qui habitait Garches d'ailleurs, Oui. qui avait une belle maison, et tous les matins, il parlait à son arbre qu'il appelait Fernand. Oh. Et lorsqu'il était en colère, il se tournait de l'autre côté pour ne pas blesser Fernand. Oh, alors ça, c'est magnifique. Moi, j'ai passé des nuits entières devant mes jeunes arbres parce qu'il y avait la tempête. Des fois, on a des orages très très forts et très violents pour pouvoir les retenir face au vent qui voulait les casser. Et j'ai passé des nuits blanches juste à veiller sur mes plantes. Eh bien, elles me le rendent. Elles me le rendent parce qu'elles sont de plus en plus belles et que voilà, la nature vous rend tout le bien que vous lui faites. Il faut arrêter de la détruire.
La nature, ce sont les États-Unis, car vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes installé, vous y êtes toujours. Vous avez commencé par l'Arizona, où vous avez eu un coup de foudre pour le décor. J'ai commencé par la Californie et je me sentais vraiment pas à l'aise. Et puis on est allé avec mes enfants en vacances dans l'Arizona et j'ai regardé l'Arizona. En fait, c'était en hiver, c'était magnifique et j'avais jamais vu un tel paysage et des couchers de soleil à tomber par terre, à avoir des frissons, et j'ai dit à mes enfants, c'est ici que je veux vieillir. Et par la suite on est parti à New York, on a vécu là-bas aussi, et puis on est revenu dans l'Arizona avec mon fils et je ne vis pas dans l'Arizona comme certains pourraient le penser parce que je vis au soleil et parce que je suis richissime, mais tout simplement parce qu'il y a une simplicité dans cette vie qui me plaît et qui me convient. Et personne ne sait que vous êtes chanteuse en France. Et je crois même pas le nom de Jeanne Mas, on le connaît pas. On ne connaît pas. Il y a que mes impôts qui savent, qui connaissent mon nom, voilà tout ce qui est social en fait. Mais jamais mes voisins. J'ai acquis enfin ma maison est acquise sous le nom d'une société, ce qui fait que comme ça, je peux vivre tranquille et vivre incognito. Voilà. Et votre fils est ingénieur du son, je crois. Oui. Et vous-même, vous avez créé une petite entreprise. Rien à voir avec la chanson. Oui. Ah non, vous parlez du véganisme? Non, je parle de tout ce que vous avez fait à côté, c'est-à-dire la société de production. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai avec une amie, donc Gloria, on avait monté aussi cette société où on faisait de la production de courts-métrages, où moi, elle savait que j'écrivais, donc je pouvais caser mes scénarios, et mon fils, lui faisait le son, mais bon, lui après, il a monté sa propre société, et en fait, voilà, on s'est entraidés pour arriver au stade d'aujourd'hui où je fais du montage. J'ai arrêté la production parce que Gloria nous a quittés, mais c'est quelque chose qui m'a passionnée, de pouvoir vivre à travers le projet des autres. Alors, il y a des films célèbres qui ont été tournés en Arizona, à Phoenix, où vous habitez. Il y a le début du film Psychose d'Alfred Hitchcock, et il y a la scène finale du film L'épreuve de force avec Clint Eastwood à Phoenix en 77. Ouais. Ça, ce sont des films qui ont marqué l'histoire. Tout à fait. Alors, votre fils travaille là-bas. Votre fille est à Paris, est devenue romancière célèbre, Victoria Mas. Tout à fait. Vous devez en être fière. Je suis fière de la femme qu'elle est et je suis ravie pour elle et je suis heureuse qu'elle arrive aujourd'hui à exprimer son talent. Alors, votre talent, vous l'exprimez aussi, vous continuez à l'exprimer en chanson. Et dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle « Je passe ». Je passe. Vous passez par la France, une France qui a changé artistiquement. Quand vous arrivez, vous êtes quand même très surprise, Jeanne Mas. Ben oui, c'est difficile aujourd'hui de faire le métier que je faisais moi dans les années 80 parce que les émissions ont énormément changé. Il y a moins aussi d'ouverture pour les nouvelles créations. Il y a moins d'ouverture au niveau des passages radio, des émissions de télévision de variété. Aujourd'hui, on est plus dans les talk-shows. Aujourd'hui, il faut faire du buzz. Oui, et moi, ça, je sais pas faire. Moi non plus, je vous rassure. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais le métier a énormément changé. C'est vrai que je me sens un petit peu frustrée par moment de ce métier qui en fait on vibre moins qu'avant. Et encore, moi j'ai eu de la chance. Je suis née dans les années 80. Tout était beau, formidable. Et le Casino de Paris, donc c'est du 15 au 17 février. Il y aura une tournée ensuite parce que en 2025. Vous n'allez pas nous lâcher comme ça. Ben non, et puis je veux dire au revoir au public en province, ceux qui peuvent pas se déplacer au Casino de Paris. Voilà. Et il y a une chanson dans cet album d'ailleurs qui exprime cela, ces dernières songs. C'était si belle que tu ranimes, étouffée d'une tristesse intime. Attends, dans ton regard j'y vois le fil. C'est vrai que les dernières songs, ça fait penser aux adieux. Mais pour l'instant, il y a le Casino de Paris, il y a cette tournée. Oui, mais si je peux me permettre une petite parenthèse, Dernière Song ne parle pas de la fin de ma carrière, mais parle surtout il y a eu un fait divers d'un homme qui s'était ôté la vie pour qu'on puisse prendre
regarder la souffrance des femmes en Iran. Et je voudrais juste, si vous me le permettez, juste soulever, c'est à ce moment-là où je me suis demandé si sa mort avait vraiment servi à quelque chose, ou si le fait d'être resté en vie et de lutter pour qu'on arrête de torturer les femmes avec cette histoire de voile. Le voile doit être une option, doit être un choix chez les femmes, pas une obligation, et encore moins de les fouetter ou de les lapider ou de les enfermer et de les tuer juste parce qu'elles ont porté un petit voile de travers. Alors moi, c'est vrai que je suis très sensible à la cause des femmes, et cet homme, lorsqu'il a retiré sa propre vie pour qu'on en parle, personne n'en a parlé, alors j'en ai fait une chanson. Et vous avez eu bien raison, et de continuer à défendre les causes que vous soutenez, et puis de continuer à chanter pour le bonheur du public. Merci. Donc du 15 au 17 février, Occasion de Paris, et ensuite en tournée, et d'autres choses peut-être, on en reparlera dans les Clés d'une vie. Oh, avec plaisir. Joie. Merci Jeanne Mas. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.